Nous nous retrouvons donc à 21h pour un nouveau numéro assez spécial puisque c'est le dernier de la saison et nous avons décidé de consacrer ce numéro à la à la journée mondiale de la micro, de la petite et la moyenne entreprise ainsi qu'à la plateforme numérique dédiée à ces entreprises en Algérie. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour vous Madame Iman Rchey, représentante de l'API, l'agence algérienne de la promotion et de la promotion de l'investissement. Madame Iman Rchey, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Nous retrouvons également Monsieur Abdelrahman Hadef, expert en géoéconomie. Monsieur Hadef, bonsoir et merci d'être là ce soir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Nous avons également avec nous Monsieur Yassine Rahmoun, chef d'entreprise et investisseur. Monsieur Yassine Rahmoun, merci d'avoir répondu favorablement à notre sollicitation. Content d'être parmi vous. Merci. Merci. Et puis enfin, M. Bilal Achacha, vous êtes directeur général de la NESDA, Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat. Monsieur Achacha, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation et merci pour l'intérêt que vous portez à la micro-entreprise. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Achacha. Alors, une question pour commencer cette émission. Nous célébrons, comme je l'avais dit, la journée mondiale de la micro, de la petite et la moyenne entreprise. Elle a été initiée pourquoi? Dans quel but on célèbre cette journée, Monsieur Achacha? D'abord, merci beaucoup pour la question. Ouais. À l'ESDA, nous avons célébré, à l'Agence nationale d'appui et développement de l'entrepreneuriat, nous avons célébré cette journée mondiale de la micro-entreprise, mais aussi de la moyenne et de la petite et moyenne entreprise. L'objectif était de rappeler un petit peu l'importance de la micro-entreprise dans le tissu économique mondial. On parle d'une catégorie d'entreprises qui représente aujourd'hui plus de 99%, par exemple, du nombre d'entreprises existantes dans divers économies. Notamment, par exemple, c'est la moyenne que vous trouvez dans l'Union européenne, par exemple. 99% des entreprises sont soit des micros, soit des petites, soit des moyennes entreprises. Ouais. Voilà. Et quand on parle de micro-entreprises, nous sommes dans des moyennes qui représentent 93%. En Algérie, la micro-entreprise représente plus de 97% de l'ensemble des entreprises existantes. C'est pour dire à quel point ces micro-entreprises sont nécessaires à toute économie et à la structure de toute économie. Nous avons donc célébré cette journée-là pour écouter un petit peu les porteurs de projets, mais également les gestionnaires de ces micro-entreprises, leurs difficultés, et essayer d'apporter des solutions qui conviennent aux différents problèmes posés. Très bien, alors c'est une journée mondiale qui vous concerne directement, M. Rahmoun. Ça vous fait quoi d'avoir une journée mondiale qui célèbre justement cette micro, petite et moyenne entreprise? Alors nous, en tant qu'entrepreneurs, on la célèbre tous les jours. Et puis de temps en temps, on rentre à la maison. En travaillant surtout. Travaillant, et puis il y a des jours où on la célèbre pas, on est démissionnaire et on revient le lendemain, parce que c'est comme ça. Je pense que c'est une opportunité pour relancer certaines réflexions, certains débats, et toujours essayer de trouver des moyens de comment améliorer l'écosystème de ces PME, puisqu'elles sont créatrices d'emplois, et aussi je pense que c'est une opportunité où les micros, petites et moyennes entreprises peuvent, à travers aussi une plateforme, exprimer les choses qui fonctionnent et qui fonctionnent moins bien, parce que je pense qu'on devrait prendre cette journée pour la célébrer, mais aussi une opportunité pour écouter des échantillons de ces trois catégories d'entreprises, parce que je pense qu'aujourd'hui, pour avancer, c'est une co-création entre les entrepreneurs et les autorités pour essayer d'aller de l'avant. Et la bonne nouvelle, c'est que en compilant un rapport, en faisant un sondage, la bonne nouvelle, c'est qu'on va apporter des problématiques, mais aussi on va apporter des solutions. Voilà. Très bien. Alors, vous faites bien de parler, de célébrer cette journée. On la célèbre comment indépendamment de l'aspect folklorique, hein. Est-ce que c'est une journée où il y a des rencontres, où il y a des passerelles comme ça entre entrepreneurs pour justement qu'il y ait cet échange,
qu'on écoute un peu les préoccupations de ces entrepreneurs. Exactement. Donc à travers cette journée, nous avons saisi cette journée justement pour écouter ces micro-entreprises. Conscients de leur importance et pour toute l'économie, nous avons donc essayé de profiter de cette journée pour un petit peu traiter certaines problématiques qui sont quand même de taille. Nous avons la première des choses que nous avons soulevées par exemple lors de la journée d'hier, où nous avons célébré cette journée, c'est la problématique par exemple des micro-zones d'activité qui est posée aujourd'hui avec acuité pour l'ensemble des élèves. Donc c'est pratiquement aussi une problématique qui a été soulevée tout au long de la journée. Nous avons d'autres problématiques aussi, c'est la vitesse de création d'une micro-entreprise ou bien d'une entreprise en Algérie. Ça aussi, c'est un autre souci. Aujourd'hui, nous avons le même cadre juridique qui est applicable à la fois à la micro-entreprise, avec sa petite taille et sa fragilité, sa flexibilité, mais également c'est le même texte qui s'applique à une grande entreprise en termes de création, en termes de parcours, etc. Donc voilà, pour nous, ce n'est pas une journée uniquement à célébrer pour comme vous le dites, mais essentiellement pour apporter des réponses concrètes aux différents problèmes. C'est une occasion pour nous pour améliorer notre dispositif qui est là justement pour servir cette catégorie d'entreprise. Très bien. Monsieur Hedef, la contribution de ces micro, petites et moyennes entreprises dans l'économie mondiale d'abord et puis plus spécifiquement en Algérie? Écoute, je pense que nos amis ont déjà rappelé l'importance et la proportion de cette catégorie d'entreprises au niveau mondial et au niveau national, mais je pense qu'aujourd'hui l'important dans la célébration déjà de cette journée qui est symbolique, bien évidemment, pour marquer déjà l'importance de cette catégorie d'entreprise, mais aussi de discuter des challenges qui en face de ces entreprises. Aujourd'hui, comme le monde connaît des évolutions vraiment qui n'ont jamais existé par le passé, une multitude de crises, un changement de paradigme dans les modèles économiques, le modèle financier, et donc toute cette incertitude-là impacte directement l'écosystème des micro et petites et moyennes entreprises, les SMEs. Et là aujourd'hui, je pense que les écouter, mais surtout essayer avec eux de trouver les bonnes solutions. Parce que déjà leur importance, il est très très important de comprendre la structure déjà de ces entreprises. Une micro, avant de parler de PME, donc je parle de la micro-entreprise, c'est un choix personnel d'aller vers une micro-entreprise. Déjà, c'est une prise de risque. Oui, vous faites bien parce qu'on a vraiment envie de comprendre comment on les classe. Qu'est-ce qui fait que telle entreprise est une micro, petite ou moyenne entreprise? C'est juste suivant, pardon monsieur Hadef, c'est parce que le téléspectateur a envie de comprendre, est-ce que c'est juste selon la taille de l'entreprise, le nombre d'employés, ou il y a d'autres critères? Il y a un classification, il y a une loi, peut-être on va essayer d'aborder cette description d'un point de vue légal, juridique, mais là je pense que déjà dans l'esprit au départ c'est un choix d'aller vers une micro-entreprise et ne pas aller vers une grande entreprise ou une moyenne entreprise. Déjà il faut comprendre cela et à partir de là il faut qu'on sache que ce choix-là doit être accompagné par des instruments qui vont avec. Je donne l'exemple, aujourd'hui, on a évoqué la problématique des microzones. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne un peu la structure du foncier économique et foncier industriel en particulier. Cette problématique, elle est d'ordre international. Et c'est pour cela qu'il y a eu une classification du foncier industriel. Au plus haut niveau, on trouve les zones franches, zones économiques spéciales. Par la suite, on a les parcs industriels. Par la suite, nous avons les zones industrielles. Et on retrouve les zones d'activité pour qu'on retrouve les micro-zones.
Et c'est là où, entre la zone d'activité et la microzone, où se situe déjà la vie de ces MPME. Et là, aujourd'hui, on doit impérativement penser à cette problématique d'un point de vue structurel. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, quand on écoute ces micro-entreprises, il y a un aspect très très important, et peut-être M. Rahman peut-être va aussi un peu aller dans ce sens-là, c'est les besoins en financement, qui sont assez particuliers à la micro-entreprise, qui sont assez particuliers à la PME. Et donc aujourd'hui, on ne peut considérer un dossier de demande de financement dans une banque de la même façon qu'une entreprise qui est grande, qui a les moyens, qui a les capacités de garantie, et une micro-entreprise. Donc, troisième point, c'est cette spécificité de vulnérabilité. Il faut qu'on comprenne ça. C'est dans la vie de la micro-entreprise. Elle est vulnérable tout le temps. Elle est vulnérable en termes de créances. Pour qu'elle récupère ses créances, c'est un parcours de combattant. Ouais. Elle est vulnérable en termes de disponibilité de main-d'œuvre. Elle est vulnérable surtout, et là je pense que c'est un des axes qu'on va aborder, je termine sur ça, elle est vulnérable vis-à-vis de l'évolution technologique. Et ça, c'est des choses qu'il faut aujourd'hui impérativement intégrer dans notre relation avec la micro-entreprise et la petite et moyenne entreprise. Alors, je vais revenir vers vous, Monsieur Achacha, pour compléter justement la réponse de Monsieur Hadef par rapport à cette classification. Mais avant ça, j'ai envie d'écouter Madame Iman Khchey. À l'API, c'est juste un segment, rappelons-le, la micro, la petite et moyenne entreprise. Quelle est la place justement de ces entreprises au sein de l'API ? Donc, comme vous venez de rappeler, la loi 2218 ne régit pas spécifiquement la petite et moyenne entreprise, mais aussi les grands projets et les projets structurants. Mais nous avons remarqué quand même que 80% des entreprises enregistrées à notre niveau, ce sont des petites et moyennes entreprises. À titre d'exemple, nous avons plus de 6000 entreprises, petites entreprises, et plus de 1600 moyennes entreprises enregistrées à notre niveau dans différents secteurs, mais on voit 3 secteurs dominants justement au niveau de notre agence, c'est bien le transport, les travaux publics et l'industrie dans ces différentes filiales. Très bien. Alors je reviens vers vous, M. Achacha, pour compléter la réponse de M. Hadef par rapport à cette classification de ces entreprises selon qu'elles soient micro, petites ou moyennes. Exactement, donc je partage exactement ce que M. Hadef a avancé en termes de fragilité, en termes de difficultés rencontrées par les micro-entreprises, notamment en matière de schéma de financement, etc. Donc pour revenir à la question, la loi algérienne, ou bien le législateur algérien, a défini la petite, bien la très petite et moyenne entreprise dans la loi 1702 de juillet 2017. Donc ça remonte quand même à 8 ans. Il faut dire d'abord que la micro-entreprise, elle n'est pas définie en tant que telle. La notion micro-entreprise n'existe pas dans la législation algérienne. Par contre, ce qui existe, c'est la très petite entreprise, la TPE. Et la classification, elle est définie selon 3 critères, disons. Le premier critère, c'est le nombre d'employés. Deuxième critère, c'est des critères financiers, chiffre d'affaires et total bilan. Et puis, le troisième critère, c'est l'indépendance. On considère très petite ou bien petite ou moyenne entreprise, une entreprise qui n'est pas détenue à plus de 25% par une grande entreprise. Parce qu'une grande entreprise, elle peut avoir une participation. Quand elle détient plus de 25% de capital, cette participation ne devient pas une PME au sens large. Maintenant, pour revenir aux 2 premiers critères, on considère très petite entreprise, toute une entreprise qui emploie de 1 à 9 employés. Très bien. Moyenne entreprise, c'est entre 9 et 49. Petite entreprise, c'est entre 9 et... donc très petite, c'est 1 à 9. Petite, c'est 9 à 49. Et puis moyenne entreprise, plus de 49 à 250. Au-delà, c'est la vie. Après, le critère financier. Donc, le critère financier, on parle de 3 segments de chiffre d'affaires. Donc, inférieur à 40 millions de dinars, 20 millions de dinars, entre 20 et 200 et plus de 200. Donc, soit on est très petit, soit on est petit, soit on est moyen. Concernant le total bilan, il faut multiplier le chiffre d'affaires fois 2. Donc, le total bilan, c'est donc vous avez un chiffre d'affaires total bilan, c'est entre 1 et 20 millions.
et puis entre 20 et 200. Le D'accord. chiffre d'affaires, c'est le double, hein, donc 1, 40 et 400. Voilà, les D'accord. 3 critères pour classifier, pour différencier entre la très petite, la petite et la moyenne entreprise. Maintenant, si vous avez par exemple, la loi, qu'est-ce qu'elle vous dit? Si vous avez une très petite entreprise, on a une entreprise qui emploie plus que 9 employés. Donc, il faut regarder le chiffre d'affaires par bilan. Quand elle respecte, par exemple, un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions, ou bien un total bilan inférieur à 20 millions, c'est une très petite entreprise, même si elle emploie plus de 9 emplois. Voilà la définition globale voilà, comment nos entreprises sont structurées. Ouais. Maintenant, c'est pratiquement la même définition qu'on trouve partout ailleurs. Nous avons la même définition, la même structure, pratiquement. Donc, c'est la très petite ou bien la moyenne entreprise qui est prédominante. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en termes d'échantillonnage, on trouve chez la population la plus dominante. Parce que chez la population initiale, on est prédominant déjà. Ouais. Donc, c'est pour ça. Maintenant, la problématique qui s'oppose, on a la même structure, la même définition. Maintenant, en termes de nombre, est-ce qu'on est suffisamment dimensionné pour c'est ça. En absolu, est-ce qu'on a le même nombre? Ouais. C'est ça. Ouais. Nous avons en relative, pratiquement on a la même chose. En termes de définition, on a la même chose. Ouais. Mais maintenant, j'aimerais juste ajouter quelque chose d'important. Allez-y, ouais. C'est vrai que depuis 2017, c'est ça la définition. Maintenant, il faut dire que sur le marché de la micro-entreprise, on a d'autres arrivées en quelque sorte. Ouais. Nous avons la start-up, Ouais. dans la définition de l'IBAN, et nous avons l'auto-entrepreneur dernièrement. Ouais. Quand même, c'est des acteurs qui viennent renforcer un petit peu cette catégorie on peut les regarder comme étant des micro-entreprises. Ouais. Maintenant, s'ils ont certaines spécificités, ça devient une start-up. Et s'ils ont une autre spécificité, ça devient une autre entreprise. Ça reste quand même. C'est là l'importance du choix. Ouais. Le choix, il est important. Ouais. Il est important. Quelqu'un qui veut être auto-entrepreneur, il veut être auto-entrepreneur. Ouais. Donc il ne faut pas qu'on l'accompagne, on le considère comme une PME. Et c'est la même chose, peut-être si Yassine va aussi nous un peu éclairer sur le rôle des startups aussi, parce que ça c'est une autre catégorie. On va y arriver, M. Radef. Moi j'ai envie de dire à M. Rahmoun, vous avez eu cette expérience, puisque vous êtes chef d'entreprise, depuis combien de temps, M. Rahmoun? Depuis, je ne me rappelle pas, ça ne m'arrange pas. Mais je vais Donc, vous dire vous depuis. pouvez à la limite nous dire l'évolution. Ouais. À l'époque, c'était le parcours du combattant pour lancer une entreprise. Vous savez, depuis 2010, la meilleure façon, pour répondre à votre question, la meilleure façon de célébrer aujourd'hui cette journée mondiale, c'est, vous savez, de faire un bilan. Vous avez déposé des questions sur des indicateurs de performance. L'importance des données, c'est des questions pertinentes, des réponses pertinentes. Faire un bilan et se fixer des objectifs, une vision stratégique. Vous savez, je remercie le ministère des Startups à leur tête, M. Nordin Wadah. En 2009, on avait lancé Algerian Startup Initiative, qui aujourd'hui a fait de très belles choses, un très beau parcours. Et il faut s'arrêter, faire une pause et faire un bilan où nous en sommes. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a moins marché? Tout à fait. Et je ne veux pas raisonner comme un cédrier. Ouais. Je n'ai pas encore vu cet exercice où nous avons sondé une trentaine de start-upers, une trentaine de PME, petites entreprises, une trentaine de moyennes entreprises et une trentaine de grandes entreprises. Et ils vont vous donner la bonne nouvelle, les problématiques et même des solutions et se focaliser sur les intersections. Ça vaut de l'or. Parce que je pense que, vous savez, c'est comme un produit et un service. Aujourd'hui, un produit, c'est fini les temps où un produit est designé par une compagnie. C'est une co-création. Dans le monde de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, aujourd'hui, le meilleur design, c'est qu'il y ait un travail, une co-création entre les opérateurs. Et je rêve de ce questionnaire-là et de ces 4 catégories. Donc, start-up, petite, moyenne et large entreprise. Et je le dis encore une fois, c'est un premier jalon, mais le plus difficile, ce n'est pas le concept, c'est l'exécution. Vous savez, on est ému par certaines personnes qui sont très intelligentes, on les écoute à la radio, à la télévision, et ils vont vous prendre des théories qui nous fascinent. Mais le plus difficile, c'est d'exécuter ensuite ces stratégies-là. Parce que l'objectif, c'est d'identifier. L'Algérie a un potentiel extraordinaire. Moi, j'ai passé, avant-hier, j'étais à l'USTHB. Notre entreprise, elle sponsorise
Je remercie Madame Iwalalen du département doyen de l'informatique. Il faut juste, rappeler que c'est l'Université des sciences et de la technologie Ouari Boumediene de Bebzoa. Je vous remercie. C'est pas tout le monde qui... Tout à fait, je vous remercie. Moi et les abréviations, le temps que j'abrège trop. Et j'étais en train de constater la richesse de ces start-up, puisqu'il y a aujourd'hui cette notion de start-up dans l'académie, dans des sujets d'intelligence artificielle, qui nous envoient un message que l'entreprise ne doit pas uniquement être numérique, parce que le numérique sans la transformation, ça veut rien dire, sans la transformation. Mais aujourd'hui, elles vont aider aux entreprises petites, moyennes et grandes à devenir pas numériques, mais plus intelligentes. Ça, c'est extrêmement important. Moi, ce sont des questions que j'ai prévues en parlant justement du numérique, de l'intelligence artificielle et du rôle des universités. Mais avant cela, je veux du concret. Je veux connaître l'expérience de M. Rahmoun en lançant sa propre entreprise. Ça a été c'était difficile. Quels sont les défis que vous aviez à relever justement à l'époque et qui peut-être aujourd'hui n'existent plus grâce à vous? Peut-être qu'il y a eu... Bien sûr. Bon, moi, je vais vous dire une chose. J'ai été entrepreneur à la Silicon Valley pendant 2 décennies. Rien que ça. Et j'ai décidé un jour de créer mon entreprise en Algérie parce que je suis redevable à ce pays pour des raisons rationnelles et émotionnelles. Et les challenges, en fait, bien sûr qu'ils sont différents. C'est-à-dire que dans la Silicon Valley, vous avez 0 bureaucratie et vous avez un environnement qui, en fait, promeut de réfléchir différemment. Il n'y a aucune limite. La seule contrainte, c'est l'imagination. Et donc, énormément de concurrence. En Algérie, quand je suis rentré, bien sûr que j'ai trouvé des défis. Un des défis, bien sûr, c'est la bureaucratie, mais peu de concurrence. Et j'ai trouvé, en réalité, j'ai trouvé aussi des ressources humaines de très haute qualité. Et je me suis dit qu'après quelques années, si les choses restent comme ça, eh bien, ce serait une bonne décision. Je fais un constat aujourd'hui. Il y a eu cette bureaucratie qui nous a suivis. Par contre, on a essayé d'avoir une attitude positive, de penser différemment, de créer un environnement où justement on doit promouvoir pas uniquement l'itération qui consiste à améliorer l'entreprise dans ce qu'elle fait tous les jours, mais innover. Et on s'est retrouvé aujourd'hui avec une preuve concrète, c'est-à-dire que nous avons réussi à exporter en tant qu'entreprise algérienne nos produits et nos services. Tout ça pour dire que quand on a l'attitude positive, quand on a la passion, on peut y arriver. En résumé, le seul challenge que j'ai observé, c'est la bureaucratie qui s'améliore, mais encore on a beaucoup de chemin à faire. Si demain on nous sonde quelles sont les problématiques, c'est comme la Noël, on va donner le cadeau, la solution. Et je dis aujourd'hui, je fais un appel à toute la diaspora, mais aussi à tous les opérateurs ici en Algérie, que aujourd'hui, nous avons la responsabilité un des indicateurs, quand je fais le bilan, c'est combien de pourcentage d'emplois crée la PME en Algérie. D'accord ? Aujourd'hui, on est loin des 50%. On est même loin des 40%. Et donc, aujourd'hui, je me dis une chose, Monsieur le Président de la République avait parlé de la nécessité de l'exportation hors hydrocarbures, que je trouve fondamentale et très important. Et là aussi, il y a de plus en plus d'entreprises qui exportent. Et je vais vous dire une chose, si l'entreprise c'est pas nécessairement un problème de financement. Je vais vous donner un petit exemple. Une entreprise qui exporte, qui ramène des devises à l'Algérie. Vous savez, si on me sonde, elle ramène des devises. Vous savez que si on peut prendre juste cet argent, on ne demande pas un prêt, si on peut le prendre et le réinjecter pour créer 2 ou 3 commerciaux au Sénégal, en Côte d'Ivoire, on peut d'une façon exponentielle croître la rentrée en devises. Vous savez, on m'a dit, oui, il faut être attentif au cahier des charges
pour les gagner en Afrique. Vous savez, quand le cahier des charges sort un appel d'offres, c'est un peu trop tard parce qu'il a déjà été influencé. Ouais. Cette notion de pouvoir prendre cet argent qu'on a gagné et qu'on réinvestit pour justement influencer le cahier des charges, pour identifier des partenaires, pour faire du lobby sur nos produits et services, je crois que ça va transformer cela. Ouais. Et je pense qu'on aurait pu profiter justement de cette célébration, de cette journée mondiale pour être à l'écoute justement de propositions comme celle de M. Rahmoun. Je reviens vers vous, Madame Trichet. Vous êtes, vous aussi, en contact avec ces entrepreneurs, ces jeunes entrepreneurs. Quelles sont les contraintes majeures auxquelles ils font? Est-ce qu'ils vous font part justement de ces contraintes et de ces défis auxquels ils sont confrontés tous les jours? Partiellement oui, mais l'agence est là justement pour alléger ces contraintes et parmi, comme il a mentionné M. Rahmoun, la bureaucratie, surtout avec la création de guichets uniques, justement, qui est dédié pour faciliter l'accompagnement des entrepreneurs, des entreprises, soit petites ou moyennes entreprises ou grandes entreprises. On trouve au sein de ces guichets uniques des représentants des différentes administrations qui peuvent vous accompagner, qui peuvent accompagner ces entreprises dans leur parcours d'investissement, depuis la création de leur entreprise jusqu'à l'enregistrement de leur projet à notre niveau. Donc, une des contraintes de ces entreprises est déjà allégée, c'est la bureaucratie, ça c'est en premier lieu. On a aussi le problème du foncier qui a été toujours et qui a été pour longtemps un problème. Et alhamdoulilah, depuis maintenant février 2024, avec le lancement de la plateforme numérique de l'investissement, de l'investisseur, les entreprises, soit moyennes et petites entreprises, ont accès aussi au foncier économique dans ces trois types, industriels, urbain et touristique. Ça, c'est un deuxième. Et prochainement, Inch'Allah, il y aura au niveau de notre guichet unique probablement des représentants des différentes banques. Une autre contrainte qui sera allégée, c'est l'accès au financement. Justement, j'allais vous poser la question par rapport à l'accès au financement. Alors, les politiques et dispositifs qui sont mis en place pour accompagner, encourager ces entrepreneurs. Oui, moi je disais que je dirais que les dispositifs mis en place par l'État sont plus ou moins suffisants. Maintenant, c'est vrai qu'ils peuvent être plus efficaces. Pour la micro-entreprise aujourd'hui, nous avons plusieurs dispositifs en Algérie. Nous avons déjà l'ANGEM, c'est l'Agence nationale de la gestion du microcrédit, qui finance à hauteur de 1 million de dinars, etc. Maintenant, on peut rentrer dans le détail pour juger un petit peu est-ce que les seuils sont suffisants, est-ce que ça mérite d'être un petit peu révisé, parce que ça remonte quand même à 2004-2005. Nous avons également à côté de l'ANGEM la NAT, l'ex-conseil. Et puis nous avons des autres dispositifs qui sont récemment créés avec la création du Fonds algérien des start-up ou bien de l'Agence nationale de l'auto-entrepreneur. Les dispositifs, disons que je vais parler notamment de l'ANAT, parce que c'est une entité que je gère. Ça offre beaucoup d'avantages. Premièrement, l'ANAT a pour principale mission, c'est l'accompagnement à la création de la micro-entreprise. Beaucoup de gens se trompent en disant que l'ANAT de l'ex-conseil finance à hauteur de 10 millions de dinars. On a vu ce préjugement que nous avons essayé de changer à tout prix, parce que le rôle essentiel de l'ANAT, bien de l'ANGEM, c'est l'accompagnement. D'ailleurs, en matière de financement... C'est quoi le souci? On ne communique pas assez ou... On ne communique pas assez, je pense que c'est ça. On ne communique pas assez ou bien... c'est culturel aussi. C'est culturel chez nous. Disons qu'à un moment donné, on a pensé qu'il faut aller à l'ANSEJ pour avoir 10 millions de dinars. Il faut aller à l'ANGEM pour avoir 1 million de dinars, etc. C'est-à-dire qu'il y a un travail... Peut-être aussi que le dispositif n'a pas fait suffisamment son travail sur la partie accompagnement pour dire nous sommes là pour l'accompagner. Donc, dernièrement, pour la réforme que nous avons engagée depuis quand même, disons, c'est vrai que la réforme a commencé en 2020, mais l'année dernière, on a accéléré un petit peu la réforme en accent sur la mission essentielle qui est l'accompagnement des jeunes entrepreneurs à créer leur micro-entreprise. Donc, nous avons essayé de créer ce qu'on appelle les centres de développement de l'entrepreneuriat dans les milieux universitaires, mais également de les centres de formation professionnelle, mais également de les instituts. On a essayé de créer ces centres pour qu'ils jouent le rôle de liaison, d'un agent de liaison entre le monde
disons, de la recherche, de l'académique, même de la formation professionnelle et le monde de l'entrepreneuriat. C'est une passerelle. Parce que pour nous, on considère que le système entrepreneurial, il y a 3 composantes essentielles. Il y a le porteur de projet, dont les capacités doivent être quelque part travaillées un petit peu et améliorées. Il y a le projet lui-même qui doit être bien étudié, et puis il y a l'écosystème. Notre agence, elle peut travailler sur le projet, sur le porteur de projet. La problématique, c'est l'écosystème, on est un acteur parmi d'autres. Et c'est pour ça que si j'appuie un petit peu ce que M. Rahmoun avance. On a essayé de travailler sur la partie écosystème en créant les centres de développement de l'entrepreneuriat, en soulevant les problématiques que nous écoutons tous les jours, etc. Mais disons que nous avons besoin du soutien un petit peu des autres secteurs, parce que si je reviens par exemple à la question des micro-zones d'activité, c'est un domaine qui n'est pas géré actuellement au niveau de notre secteur. Donc, ce sera géré je pense que les micro-zones d'activité sera géré par l'AP, parce que c'est la loi qui le prévoit. En attendant les textes, je pense que les textes, quand ils vont sortir, on va régler pas mal de problèmes. En matière effectivement de bureaucratie, je pense que le plus grand défi aujourd'hui en Algérie, c'est la vitesse de créer une micro-entreprise. En général, c'est vrai que une micro-entreprise a beaucoup de problèmes. Elle vit en moyenne dans 50% de chances. Nous avons 50% de chances de vivre plus de 5 ans. Donc elle a beaucoup de problèmes déjà pour ne pas... Il faut donc protéger cette probabilité. Déjà, 50% est faible. Comment protéger cette probabilité? Il faut accélérer déjà le temps pour créer une micro-entreprise. Aujourd'hui, quand on a fait un petit peu un sondage, on a essayé de faire cet effort-là, et disons qu'il y a des entreprises qui peuvent être créées effectivement en 2 mois. Quand c'est 1 mois, 2 mois, c'est déjà beaucoup. Il y en a d'autres qui sont créées en 1 année. Ici, en 1 année, un porteur de produit, ça veut dire qu'il va par exemple supporter les frais de location pendant 1 année sans pouvoir créer en entreprise, parce qu'il y a beaucoup d'autorisations à obtenir. Et il y a un hébergement à rechercher, il y a un financement à obtenir, etc. Donc pour nous, à la NAD, on a essayé de digitaliser la première partie pour être éligible au dispositif. On le forme, on traite on l'aide à élaborer son projet, à aventurer son projet, et puis etc. Une fois qu'il aura son accord, maintenant, il y a un deuxième chemin qu'il faut faire, avoir son financement bancaire déjà. Donc il y a toute sous-performance au niveau du système bancaire, au niveau de l'administration, ça influe directement le parcours de création de micro-entreprise. Dans d'autres pays, on a ce qu'on appelle le Small Business Act. Et vous avez ça, par exemple, aux États-Unis, en Europe, etc. En Algérie, quand on fait la lecture des textes juridiques, on trouve ça existe un peu partout. Nous avons par exemple 20% de la commande publique qui est dédiée à la micro-entreprise. Nous avons des avantages fiscaux. Nous avons pas mal de choses. Maintenant, peut-être qu'on a besoin de regrouper tout ça, mais également, surtout le plus important, c'est d'appliquer ce qui est dans les textes. Aujourd'hui, les 20% de la commande publique, c'est vrai, c'est prévu depuis 2012, mais disons que la micro-entreprise peine à accéder à 20% de la commande publique. Donc il y a beaucoup de choses dans les textes, maintenant il reste à les mettre en œuvre. Donc sur le plan texte, on est plus ou moins bien. Sur le plan opérationnel, il y a beaucoup de choses à faire. C'est ça le problème, justement, Madame Chey. La volonté politique, on la sent et on la ressent presque au quotidien. Elle est là. Qu'est-ce qui fait que ça coince quelque part? Parce que l'entrepreneur, les discours, il s'en fiche à la limite. Il a besoin de concret. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui fait qu'on a quand même des soucis à accéder justement à ça? Accéder principalement encore à ces encouragements, à ces facilitations. Peut-être, comme il a dit, monsieur, peut-être c'est une faute peut-être de communication, bien c'est culturel aussi. Vous aviez dit toujours culturel, c'est par rapport à quoi? C'est des idées reçues, par exemple, même on va parler par exemple, si on parle de la règle 49-51, c'est qui a été abrogée il y a déjà 3 ans, mais les gens toujours pensent que la règle existe sur le terrain, alors que non. Peut-être, nous faisons des campagnes de communication durant toute l'année, on est présent lors des salons, des forums, ici en Algérie ou bien à l'étranger. C'est une de nos missions principales. C'est la promotion d'ailleurs de la destination Algérie et le climat des affaires en Algérie, mais il y a toujours un travail qui doit se faire. Justement, je crois que beaucoup de contraintes ont été allégées, mais les gens ne connaissent
pas peut-être beaucoup ce qui est en train de se faire en ce moment. C'est culturel. Les gens ont toujours ces idées reçues sur le climat des affaires en Algérie. Mais il y a toute une campagne de communication qui se fait en ce moment pour justement promouvoir la destination Algérie ou bien le climat des affaires en Algérie. Très bien. Alors, la place, justement, c'est très petite, puisque vous n'acceptez pas le mot micro-entreprise. Donc, elle est très petite et moyenne entreprise. On a souvent cette tendance à nous comparer aux pays qui sont en face, c'est-à-dire en Europe. Mais si on devait se comparer à la région, au continent africain, quelle est la place de ces entreprises dans l'économie algérienne ? Écoutez, déjà, je pense que en comparant déjà les statistiques, déjà, il faut faire une première lecture. Oui. Les données, la moyenne mondiale de nombre de PME par 1000 habitants, elle est de l'ordre de 45 à 50 PME par 1000 habitants. En Algérie, on est seulement à 25 PME par 1000 habitants. Ça, c'est un grand challenge, déjà. Et c'est là où il faut maintenant travailler sur cette capacité à créer des entreprises, parce que il faut aussi avoir cette vision en termes de création et mortalité. Il ne faut pas oublier que chaque année, nous avons de la mortalité des entreprises. Et donc, il faut que notre système de création d'entreprises soit encore plus efficace et plus performant. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, aussi, aujourd'hui, je me rappelle quand le gouvernement a entamé la réforme de l'ANSEJ, qui était l'Agence nationale de soutien à l'emploi, qui s'est basée sur une approche sociale. Et le président de la République, début de l'année 2020, a demandé à ce qu'il y ait un changement de paradigme, donc un changement d'approche pour aller vers une approche plus économique. Et lors de cette réforme, on parlait de l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. C'est là où je voulais parler un peu de la culture. Parce que on doit aujourd'hui préparer ces entrepreneurs à une nouvelle vision. Parce que par le passé, il faut le dire, par le passé, la rente nous a fait beaucoup de mal. La capture de la rente nous a fait beaucoup de mal. Donc tout le monde voulait prendre de l'argent. Oui, c'était de l'assistanat carrément. Voilà, tout le monde voulait. Mais à partir de 2020, avec les réformes qui sont venues, l'ANAD, l'auto-entrepreneur, le Startup Act, tout ça a fait que les jeunes aujourd'hui, même dans une approche proactive, au niveau même des universités, des centres de formation, des instituts, des écoles, aujourd'hui commencent à avoir une nouvelle vision de l'entrepreneuriat. Il nous faut du temps. C'est pas quelque chose qui peut se faire en une année ou en 2 ans, mais un changement culturel qui est en train de se mettre en place, il faut le reconnaître. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, vous parlez de l'Algérie et comment elle est en train de mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous avons des objectifs. Le président de la République parle d'un nombre de start-up, de 20 000 start-up. On parle aussi d'un nombre de micro-entreprises. Lors de la réforme, on parlait même des millions de nouvelles micro et petites et moyennes entreprises. Donc il y a des objectifs. Et ça, c'est nouveau en Algérie par rapport à ce qu'on faisait par le passé. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on a un écosystème quand même assez riche. Il y a l'ANAD, il y a l'ANGEM, il y a l'API, tout le monde travaille dans l'accompagnement. Ça, c'est important. Aujourd'hui, il y a un changement aussi au niveau de l'administration. C'est vrai, ça va aussi prendre du temps. Et effectivement, la bureaucratie, elle est là. D'ailleurs, le président de la République lui-même veille à la mise en place du guichet unique. Ça, c'est une symbolique importante. Personnellement. Voilà, personnellement, qui travaille dessus, parce que ce n'est pas aussi facile. Et dans le change management, la symbolique, elle est numéro 1 dans la conduite du changement. Et le président de la République est en train de donner de cette symbolique-là pour essayer de changer les mentalités et essayer de casser
résistance au changement. Parce que Résistance, oui. je pense que c'est notre grand challenge Déjà que aujourd'hui. les habitudes, on l'a pas très dur. Voilà, alors, c'est notre grand challenge aujourd'hui, c'est cette résistance au changement. vous parlez de mentalité, moi j'ai envie de me tourner vers vous, Monsieur Ahmoud. Concrètement, vous êtes en contact avec beaucoup d'entrepreneurs, de start-upers et tout. Sur le plan mentalité, vous sentez ce changement? On est passé de l'assistanat, qui a caractérisé beaucoup de nos jeunes à un certain moment, à des jeunes qui ont cette prise de risque, parce qu'à un certain moment, on cherchait l'assurance, on allait travailler dans des entreprises parce qu'on était sûr d'avoir son salaire, on était tranquille. Est-ce qu'il y a un changement? Vous le sentez, vous, quand vous discutez avec ces jeunes entrepreneurs? Réponse courte, oui. Tout à l'heure, vous avez fait une classification de la micro, petite et moyenne entreprise. Peut-être qu'on peut dire qu'il y a 3 catégories, les moins de 30 ans, les entre 30 et 50 et les 50 après. Vous savez, les jeunes aujourd'hui, on vit dans un monde qui change rapidement, avec l'arrivée de l'Internet, c'est des personnes qui pensent complètement différemment et ils ont une façon de voir les choses qui est pas différente d'un jeune Américain ou d'un jeune Allemand. Et donc, ils ont un mindset qui est très prometteur. Nous avons aujourd'hui une opportunité extraordinaire puisque, vous savez, nous pouvons faire beaucoup plus aujourd'hui que nous le faisions avant. Pourquoi? Parce que toutes les évolutions technologiques dans le passé, que ce soit l'Internet, le web, le smartphone, etc., l'email, ont donné des croissances de productivité linéaires. Oui. Aujourd'hui, avec la promesse de l'intelligence artificielle, ce sont des productivités exponentielles. Quand vous voyez aujourd'hui ces jeunes, ils ne nous regardent pas. Ils ont cette curiosité qui est fabuleuse. Et ils vont avoir cette curiosité de voir ce que le Sud-Coréen fait, ce que le Brésilien fait, ce que le Turc fait, ce que l'Italien fait, et faire une synthèse compilée et arriver dans l'innovation. Je vais dans un restaurant en Algérie, tenu par une jeune, je vais dans un hôtel, je vais dans des petites ou moyennes entreprises, on sent que le mindset est absolument différent de notre génération. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de communication. Vous savez, je vais vous donner une petite anecdote. Ce samedi, nous avions avec le ministère du Commerce à l'extérieur, en tant qu'exportateur, nous avions une réunion. Et revient à chaque fois cette notion de communication. Vous savez, la communication, alors il y avait des personnes qui étaient un peu confuses sur certains points. Je suis rentré dans le site web du ministère du Commerce extérieur. En fait, les informations se trouvaient, mais on va dire d'une donnée brute. Dans plusieurs liens, il faut vraiment naviguer. Aujourd'hui, avec l'IA, nous avons des agents IA qui vont, avec un chat, nous permettre de poser des questions au niveau de l'administration et avoir des réponses instantanées. Donc, même la communication va être complètement réformée. Vous avez cette promesse aujourd'hui où le mindset est différent et je voulais dire aussi que on doit le capitaliser parce que l'Algérie, je suis assez critique de certaines choses, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient. L'Algérie a fait un superbe travail en matière d'éducation et d'enseignement supérieur. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui ? On est les meilleurs KPI dans la région. D'accord ? Oui. Je redis, il faut faire un bilan, une vision des objectifs, mais aussi une vision stratégique. Vous savez que j'ai pas vu d'article malheureusement dans la presse qui déplore que l'Algérie forme avec des centaines de milliards des jeunes qui sont majeurs de promo et qui ensuite traversent l'océan pour aller chercher, parce qu'ils sont accueillis. Et donc l'importance de ces PME vont faire en sorte qu'on puisse faire de la rétention de cette matière grise. Plus encore, on peut profiter même de notre diaspora qui pourrait éventuellement venir investir chez nous. Absolument. Et je vais vous dire une chose en termes de mindset. Je fais le tour du monde. En matière, il y a itération, c'est comment améliorer l'existant. L'innovation, c'est comment faire demain ce que nous ne faisons pas aujourd'hui. Je trouve que l'Algérien est un champion d'innovation. Et c'est ça ce qui est très prometteur. Trouver une solution rapide pour que la PME puisse garder cette matière grise. Même les entrepreneurs ont une grande responsabilité. Il faut bien payer les jeunes, il faut leur donner un bon cadre, il faut les motiver. La gestion des ressources humaines, it's all about the team. La gestion des ressources humaines, c'est le maillon le plus important d'une entreprise. Avant même le salaire, avant même tout ce qu'on veut.
C'est les gens, il y a une étude à Stanford qui sondait les entreprises avec des différentes populations et ils leur ont posé la question, différentes races, religions, quelles sont les 3 choses les plus importantes? Le salaire vient en 3e position. La première chose, c'est la reconnaissance. Donc voilà, donc aujourd'hui, allez-y, monsieur Hadef, allez-y. Pour appuyer cette idée-là, c'était en 2000, je faisais partie de Sonatrach. Et durant cette année-là, on avait une déperdition énorme de nos meilleurs cadres qui partaient. Et tout le monde disait que c'était à cause des salaires. Et donc, on a décidé d'aller vers un brainstorming. Donc, on a réuni tout le monde. Je me rappelle, ici, dans un hôtel à Alger, on s'est réunis pendant 3 jours. Ouais. Et on a traité toutes ces problématiques. Eh bien, c'est un peu la même conclusion. Ouais. Sur 3, il y avait la considération. Recognition. Recognition, c'est la première. Deuxième, c'est l'environnement du travail. Ouais. Le cadre. Pour que le salaire arrive. Ouais. En 3e position, que c'était pas du tout vraiment l'essentiel. Et donc, ça m'a vraiment parlé, cet aspect-là. Monsieur Hadef, pour aller très vite, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps pour terminer l'émission, une question. Est-ce qu'on implique les universités, les grandes écoles dans cette stratégie ou du moins est-ce qu'on les implique assez? Je pense qu'aujourd'hui... Oui. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Cette question m'interpelle directement parce qu'effectivement, nous avons fait de l'université justement notre cheval de bataille en matière d'entrepreneuriat. Depuis maintenant une année, nous avons, comme je vous ai dit, créé 109 centres de développement de l'entrepreneuriat au niveau des universités, mais également au niveau 190 au niveau des instituts de la formation professionnelle. L'objectif étant justement de travailler le mindset. Nous avons mis en place un programme que nous avons appelé Impact 70, parce que la micro-entreprise, notre agence, le premier objectif, c'est de créer de l'impact. Voilà. Et le premier axe de ce programme, c'est le mindset, changer le mindset. Je peux vous assurer, moi je suis déjà j'avoisine les 40 ans. Je peux vous dire déjà, je remarque une grande différence entre ma façon de penser et les gens que je suis en train de recevoir, que je suis en train avec lesquels je m'entretiens. C'est des gens aujourd'hui justement qui pensent beaucoup plus entrepreneuriat. Je vous donne un exemple parce qu'il n'y a pas que. Parfois il faut confirmer par des chiffres, des paroles. En économie, il faut toujours donner des chiffres pour que ce soit plus ou moins empirique. Dans 16, si je prends la moyenne, dans le portrait de l'ANSES, il y avait toujours 1000 universitaires qui ont créé plus ou moins leur entreprise moyennant l'ancien dispositif ANSES. Dans les quelques mois que nous avons passés maintenant depuis la relance du dispositif, nous l'avons lancé quand même au mois de décembre dernier, disons en 6 mois, déjà nous avons 2000 universitaires qui ont créé leur compte. Pour dire qu'aujourd'hui, l'université ou bien les grandes écoles sont vraiment un jugement pour nous, pour créer justement la future génération d'entrepreneurs dont M. le Président de la République nous cesse de parler. Et ces gens-là sont vraiment différents en matière de mindset, en matière de façon de voir les choses. Et nous pouvons dire même que la probabilité de réussite chez eux, elle est beaucoup plus importante que la moyenne. Alors je vous laisse enchaîner parce que je veux vraiment très rapidement un mot sur cette plateforme numérique pour les accompagner. Justement, pour nous, à NESDA, comme je vous ai dit, nous avons 3 paramètres. Le projet, le porte-projet et l'écosystème. Pour nous, nous essayons au sein de l'agence de lever un petit peu tous les obstacles que nous sommes en train de voir. Et parmi les plus grands problèmes rencontrés aujourd'hui, c'est justement la digitalisation du parcours du porteur de projet. On aimerait bien qu'on permette à l'Algérien de créer son micro-entreprise dans le délai le plus court possible, comme ça se passe ailleurs. On parle dans certains pays, on parle d'un délai de création de 24 heures. Parfois, c'est un clic. C'est un clic. Donc pour nous avons lancé dernièrement une plateforme qui permet au porteur de projet qui veut soit créer ou faire l'extension de son activité, d'avoir d'exécuter l'ensemble de la procédure de création jusqu'à l'obtention de son attestation d'éligibilité de manière digitale, sans se rapprocher de la NAD. J'aimerais juste ajouter un point très important par rapport à notre dimension, par rapport à ce qui existe ailleurs. Monsieur Hadef a avancé un chiffre très important. Effectivement, dans la moyenne mondiale, nous avons, pour 1000 habitants, nous avons 47 micro-entreprises. Si on prend la moyenne de l'Union européenne, par exemple, ils sont à 59.
Pour nous, on y avait 7 si on inclut le secteur public. Si pour vous dire, aujourd'hui en Algérie, nous sommes à 1,3 million micro-entreprises. Vous voyez que nous avons vraiment une grande marge de progression, ici pour lesquelles l'ANAD, je dirais même les autres institutions semblables comme l'OMGM, etc., nous essayons de faire notre maximum parce que nous avons beaucoup de travail à faire et il faut accroître notre capacité à créer. Il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de communication à faire aussi. D'où cette émission, je pense qu'on aura à revenir sur ce sujet parce qu'il y a tellement de choses qu'on n'a pas dites justement ce soir. Monsieur Rahman, si on devait conclure, comment voyez-vous l'avenir justement de ces très petites et moyennes entreprises dans 5 ans, dans 10 ans? Vous le voyez comment cet avenir? Très concrètement, puisque vous êtes directement sur le terrain. Tout à fait. Encore une fois, les impliquer dans le recensement des problématiques et des solutions et surtout ne pas faire stagner dans le classique, mais faire du non-classique. Je prends un exemple de l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Elle est en train de faire une rupture et faire des choses non classiques. Donc, je pense que dans 5 ans, si nous adoptons des méthodes non classiques innovantes, nous allons transformer avec tous les outils d'intelligence artificielle, la matière grise que nous avons, nous pouvons devenir la puissance, pas africaine, plus que ça. Très bien. Alors, Monsieur Hadef, j'espère que vous n'allez pas nous en vouloir, puisque vous êtes souvent invité chez nous. Non, je vais être galant et donner le dernier mot très rapidement à vous, Madame Khcheï, si vous deviez conclure cette émission. Peut-être un truc d'espoir pour les jeunes qui nous regardent aujourd'hui et qui ont envie de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Comme je représente une administration, l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, j'aimerais aussi dire que ce n'est pas uniquement les entrepreneurs qui ont changé de mindset, mais même l'administration algérienne a changé de mindset. On n'est pas là juste pour vous délivrer des autorisations ou bien des agréments ou quoi que ce soit. On est là pour vous accompagner aussi, pour vous conseiller, pour vous donner toutes les informations nécessaires pour justement réussir votre projet. Depuis la création de votre entreprise, depuis déjà, si vous faites juste une intention d'investir en Algérie ou bien de créer une entreprise, on est là pour vous accompagner, pour vous conseiller jusqu'à la réalisation finale de votre projet. Et bien sûr, on vous accorde des avantages fiscaux, parafiscaux, l'accès au foncier et différents régimes incitatifs. Voilà. Très bien. Monsieur Hadef, je vous promets de vous donner la parole au début de la saison prochaine, si Dieu nous prête vie. Merci beaucoup, madame, messieurs, d'être venus ce soir pour tous ces éclairages. Merci à nos téléspectateurs. Merci de votre fidélité tout au long de cette saison. Nous vous donnons rendez-vous la saison prochaine. D'ici là, bonnes vacances et bel été à vous toutes et à vous tous. Salam.